Wagner, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir une nouvelle fois dans vos locaux de la Banque du Luxembourg pour ce nouvel épisode de Podcast Perspective, le premier de cette année 2022. Alors en général, la période est propice aux tentatives de prévision prospective pour les 12 mois à venir, un exercice que vous refusez de faire. Oui, tout à fait. Je ne vois pas pourquoi on devrait changer de stratégie d'investissement juste parce qu'il y a une nouvelle année qui commence. Donc normalement, effectivement, c'est ce que la plupart des analystes font, donc leur prévision de l'année, mais on sait très bien que ce genre d'exercice finalement est relativement futile. Alors le début d'année a été marqué par un retour au premier plan des discussions, notamment autour de l'inflation. Même la Fed a semble-t-il laissé entrevoir une possibilité de redressement des taux d'intérêt. Comment jugez-vous la situation actuelle justement sur le front de l'inflation ? Je dirais que la situation a clairement changé. L'année dernière, on a eu une assez forte hausse de l'inflation. Pendant longtemps, les banques centrales ont considéré que cette hausse de l'inflation n'était que temporaire. Or, finalement, le taux d'inflation a terminé l'année à son niveau le plus élevé de l'année. Et donc, effectivement, entre-temps, maintenant, les autorités monétaires ont changé un peu de discours, notamment aux États-Unis. Et là où il y a 9 mois encore, plus ou moins, le président de la Réserve fédérale avait dit qu'il n'y aurait pas de hausse des taux avant 2023, plus ou moins ou plus tôt. Maintenant, on s'attend à 3, voire 4 hausses des taux cette année-ci. Alors, on vient de parler de la Réserve fédérale américaine. On se tourne aussi évidemment vers les autorités monétaires européennes, à commencer par la Banque centrale européenne. À quoi peut-on s'attendre de sa part et quelle serait dans l'absolu la réponse idéale à la situation ? Je dirais à quoi on peut s'attendre. D'après leurs dernières déclarations, la Banque centrale européenne n'a pas... l'idée de la Banque centrale européenne n'est pas de suivre la Réserve fédérale. Donc, même si la Réserve fédérale devrait monter ses taux cette année-ci, a priori, la Banque centrale européenne l'a exclu pour cette année-ci. Je dois dire aussi pour les marchés financiers, la Banque centrale européenne est quand même moins importante. C'est la Réserve fédérale qui souvent donne le temps sur les marchés financiers. Et c'est effectivement vers la Réserve fédérale qu'aujourd'hui se tournent tous les regards. Donc la Banque centrale européenne, de ce point de vue, est un peu moins importante. Mais encore une fois, elle a clairement, pour l'instant, du moins exclu toute hausse des taux cette année-ci. Est-ce que, idéalement, qu'est-ce qu'on devrait avoir ? Ça, c'est très difficile à savoir, en ce sens que ça fait presque, ou même plus de 10 ans maintenant que les banques centrales se sont enfermées dans cette idée de taux d'intérêt extrêmement faible, avec le quantitative easing, etc. Je ne pense pas, et après 10 ans, on peut quand même faire une sorte de bilan, je ne pense pas que ça ait nécessairement très bien fonctionné, mais les banques centrales restent dans cette logique-là. Donc de ce point de vue, je pense qu'il est un peu vain de se poser la question de ce qui serait bon pour l'économie. Il faut juste, en tout cas en tant que gestionnaire, il faut faire avec la situation que créent les banques centrales et c'est cette situation-là qu'on a à l'heure actuelle. Même si la BCE, effectivement, a beaucoup moins de poids que la Fed, le fait de rester en décalage de plus en plus important avec les éventuelles décisions à prendre du côté américain, est-ce que c'est viable aussi à moyen et à long terme ? Normalement, on constate quand même que la Banque centrale européenne, normalement, a tendance à suivre la Fed. Donc, de ce point de vue, et encore une fois, on a aujourd'hui cette situation bizarre, on a un taux d'inflation de quelques 5% dans la zone euro, et la Banque centrale européenne persiste avec ses taux négatifs. Donc, c'est un peu aberrant, mais bon, encore une fois, c'est la situation qu'on a là. Dans ce contexte, vous préconisez donc plutôt pour les investisseurs de se pencher sur les actifs réels plutôt que sur les actifs monétaires ? Oui, clairement. Donc, on a une situation où, même si la Fed devait monter ses taux, on a une situation où les taux d'intérêt restent quand même largement inférieurs à l'inflation. Donc, des taux réels, donc ajustés pour l'inflation, qui restent négatifs. Donc, on peut dire que les actifs monétaires, donc qui sont les placements à terme ou les placements obligataires, a priori, avec des taux réels négatifs, ça veut dire en d'autres mots que le pouvoir d'achat d'un investisseur baisse continuellement. Et donc, dans ce genre d'environnement, il vaut mieux se concentrer alors sur les actifs réels que sont par exemple les actions, parce qu'effectivement, c'est la seule façon finalement, sur le moyen et long terme, de préserver son pouvoir d'achat. Alors en contrepartie, évidemment, il y a une plus grande volatilité sur ces actifs réels comparés aux actifs monétaires. C'est quelque part le prix à payer justement pour espérer un peu de rendement et un peu de performance. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est le prix à payer. On sait très bien que les cours des actions fluctuent beaucoup plus que les cours des obligations. Et effectivement, normalement, pour les actions, il est clair qu'il y a des corrections temporaires de 10%, de 20%, etc. Et c'est le genre de volatilité qu'on doit être prêt à accepter financièrement et psychologiquement.
Alors on vit une situation presque extrême depuis maintenant pas mal de temps, entre des taux d'intérêt qui sont effectivement pratiquement nuls, voire négatifs, et des bénéfices des entreprises qui sont, eux, en hausse presque permanente. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette configuration perdure encore longtemps ? Oui, il faut dire, l'année dernière, on avait de ce point de vue, et avec le recul, c'est toujours facile à dire, mais situation quasiment idéale pour les actions. Pour les actions, finalement, il y a deux choses qui sont importantes, le niveau des taux d'intérêt et les bénéfices des entreprises. Or, l'année dernière, on a eu une très forte hausse des bénéfices des entreprises, bien sûr aussi liée au fait qu'en 2020, les bénéfices avaient baissé, et malgré tout ça, les taux d'intérêt sont restés à des niveaux très faibles. Donc, les deux facteurs qui sont importants pour les actions, finalement, étaient très positifs. Cette année, ça risque d'être une année plus difficile quand même. A priori, au niveau des bénéfices, on devrait tenir la route. Les attentes ne sont pas démesurées. Pour l'instant, l'économie, la conjoncture mondiale va relativement bien. Donc, la croissance des bénéfices ou les bénéfices ne devraient pas poser trop de problèmes. Mais on vient d'en parler. Donc, au niveau des taux d'intérêt, la situation risque quand même de changer un peu avec la Réserve fédérale qui aura tendance à monter ses taux et aussi les taux obligataires, les taux longs qui ont tendance pour l'instant à monter quelque peu. Donc, une situation moins favorable que l'année dernière, clairement. Et si on considère les valorisations des actions justement d'entreprise, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour rentrer sur le marché actions ou est-ce qu'il faut encore un petit peu attendre avec l'espoir que ces valorisations diminuent légèrement justement compte tenu du contexte ? Cette question du timing, à nouveau, est toujours un peu aléatoire. Ce qu'on peut dire au niveau des valorisations, c'est clairement en absolu, les valorisations, donc par rapport aux bénéfices, mon propre chiffre d'affaires, les valorisations sont tendues, sont élevées par rapport à la moyenne historique. Par contre, en relatif, donc si on fait intervenir le niveau des taux d'intérêt, ce qui est quand même normal, alors effectivement on peut justifier les valorisations et surtout dire qu'en relatif les valorisations des actions restent encore relativement attrayantes justement par rapport aux valorisations si on veut des obligations. Avec encore évidemment l'idée de prévoir des perspectives à long terme plutôt qu'à court ou moyen terme. Tout à fait. Et effectivement, l'autre grande idée là-dedans, c'est de dire qu'il faut arrêter peut-être de généraliser en disant toutes les actions sont chères. Ou il y a clairement à l'intérieur des actions, des actions ou des secteurs qui sont devenus très chers, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas tellement monté, qui ont peut-être déjà corrigé de manière assez importante. Et ça, effectivement, la forte hausse des indices l'année dernière, notamment en Europe et aux États-Unis, cache un peu quand même les corrections qu'il y a déjà eu à l'intérieur des marchés. Alors, se pose aussi la question des politiques d'investissement qui sont calquées sur les indices boursiers. Oui. On l'a vu, notamment ces 2 dernières années, que le jeu était parfois un peu faussé quand un tout petit nombre d'entreprises cotées est susceptible de peser un très gros poids dans les indices. Est-ce que ça veut dire que cette stratégie, quelque part, a atteint ses limites actuellement ? Oui, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller, mais c'est clair, effectivement, la gestion indicielle, la gestion passive, pour moi, ne fait plus aucun sens. Je veux dire, acheter le marché dans son ensemble, acheter les indices, c'est une bonne stratégie lorsque les valorisations sont faibles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et effectivement, pour certains indices, comme par exemple l'indice américain, le Standard & Poor's 500, l'indice, la pondération des titres est basée sur leur capitalisation boursière. Donc, ça veut dire que les entreprises dont les cours a le plus monté ces dernières années ont vu leur poids le plus monter, et ce qui fait aujourd'hui cette situation spéciale où un peu plus de 1% des 500 valeurs du S&P représentent presque 20% de l'indice. Donc ça, c'est une situation clairement qui est un peu spéciale. Dans ce contexte, alors quel est le mix idéal en termes de valeurs en portefeuille à avoir ? Si on est prêt à s'écarter des indices, là, la situation devient différente. On peut regarder à l'intérieur des marchés et voir quelles sont finalement encore les entreprises de qualité qui peut-être offrent encore des valorisations plus intéressantes. Si on veut raisonner en termes géographiques, pour nous, ça veut dire quelque part, et c'est logique par rapport à la performance des marchés, qu'il faut peut-être se tourner un peu plus de l'ouest vers l'est et regarder un peu plus du marché asiatique. Justement, parce que actuellement, la grande majorité de la capitalisation boursière est concentrée sur l'Europe et les États-Unis, mais il y a clairement des belles opportunités justement du côté asiatique. Tout à fait. Déjà, la capitalisation boursière mondiale, c'est quelques 60% les États-Unis. Et effectivement, si on regarde l'évolution des indices, l'année dernière, le marché japonais a monté, mais beaucoup moins que les indices européens ou américains. Et les autres marchés asiatiques ont même baissé. Donc, clairement, si on agit un peu à contre-courant, c'est plutôt de ce côté-là qu'on regarde un peu pour trouver d'éventuelles opportunités. L'économie chinoise en 2022, elle va encore aussi jouer un peu le rôle d'arbitre dans le contexte mondial ?
L'économie chinoise est intéressante dans ce sens que par rapport à ce qu'on a fait à l'Ouest, donc avec la pandémie, donc les autorités chinoises ont beaucoup moins eu recours à des mesures de stimulation extrêmes, ce qui fait aussi qu'au niveau des fondamentaux économiques, souvent la situation aujourd'hui n'est pas si mauvaise en termes de déficit budgétaire, de dette, etc. Et donc l'économie chinoise, clairement, à moyen terme, continue à jouer un rôle très important. Donc l'année dernière, le marché chinois notamment a baissé pour différentes raisons, justement parce qu'il y a eu moins de mesures de stimulation, mais aussi parce que les autorités se sont un peu attaquées à certains secteurs. Mais à moyen terme, ça reste clairement, où ça devient de plus en plus quand même une région qu'on ne peut plus négliger dans un portefeuille. Alors on termine toujours traditionnellement ce podcast en évoquant le cas de l'or. Alors on pense évidemment au métal précieux en tant que tel, mais on ne pense pas forcément aux sociétés aurifères qui justement sont actives dans l'exploitation des mines d'or. Et là, sans mauvais jeu de mots, il peut y avoir des pépites dans ce domaine. Oui, tout à fait. Et l'or, je dirais, on a parlé tout à l'heure d'un environnement de taux réel négatif et qui est plutôt favorable aux actifs réels. Bon, l'or, quelque part aussi, est un actif réel, donc un environnement de taux d'intérêt faible et de taux réel négatif est favorable à l'or, tout comme un environnement de taux d'intérêt élevé et n'est pas favorable à l'or, puisque justement l'or ne produit pas de cash flow et pas d'intérêt. Et on est dans cet environnement, et je pense qu'on restera dans cet environnement de taux réel négatif. Donc structurellement, ça continue à plaider en faveur de l'or. Bon, l'année dernière, l'évolution de l'or a été un peu plus décevante. Et ce qui peut s'expliquer peut-être par l'anticipation justement de ce qu'on aura peut-être cette année-ci, finalement, la hausse des taux de la Réserve fédérale. Mais encore une fois, structurellement, je pense que l'or reste intéressant. Et ensuite, à l'intérieur de ce secteur, les entreprises aurifères qui ont tendance à amplifier les mouvements du cours de l'or, effectivement, il y a des opportunités là-dedans. Donc ça reste clairement un actif à privilégier dans un portefeuille. Ça reste, à mon avis, un actif qui a sa place dans un portefeuille. Merci beaucoup, Guy Wagner, pour ces explications et à bientôt. Merci.